Si la maîtrise du système d'information est aujourd'hui indispensable pour assurer la maîtrise des activités de l'entreprise, cela veut dire qu'il faut qu'on le contrôle. L'objectif de mettre en place des contrôles sur le système d'information est notamment d'avoir une assurance quant à la fiabilité de l'information traitée et des services rendus, d'atténuer également les risques inhérents à l'usage des systèmes d'information, puisque l'usage des systèmes d'info génère en soi des risques pour l'entreprise, et on va avoir différents axes de contrôle, comme par exemple contrôler la politique de l'organisation et comment est-ce qu'elle se met en œuvre dans les programmes informatiques, c'est-à-dire comment est-ce que la stratégie, la politique est déclinée dans les projets, dans la construction, dans le côté build du système d'info. On retrouve également la protection des accès physiques, l'accès aux locaux, aux salles serveurs, etc., la traçabilité des actions et des transactions utilisateurs, tout ce qui va être également validation automatique et de s'assurer que la programmation, l'automatisation est juste, fiable, pertinente, contrôlée et surtout, intègre, c'est-à-dire qui n'a pas été modifié de façon indue. Analyse également de la cohérence pour de gros volumes de données qui vont avoir un impact sur peut-être la détection de fraude, si on veut aller dans un axe un peu plus légal, mais tout simplement aussi avoir des informations fiables pour bien piloter son entreprise. Donc, on va mettre en place un ensemble de contrôles. Pour ça, les référentiels qu'on a déjà vus précédemment, comme surtout le référentiel du COBIT, me permettent d'identifier les contrôles à mettre en place pour mon SI qui, par dérivation, vont m'aider à maîtriser mon activité. Donc dans le COBIT, on va identifier différents types de contrôles autour des systèmes d'information. On a notamment les contrôles métiers. Donc les contrôles métiers, on va les définir comme tout contrôle, comme par exemple les vérifications de rapprochement, qu'elles soient exhaustifs ou non, dans le cadre des processus métiers. C'est très souvent des contrôles manuels qui s'appuient sur des états produits par les applications, c'est-à-dire qu'on va récupérer les données dans une application, on va en faire une extraction sous Excel ou autre, et on va contrôler la cohérence de ces informations en rapprochant éventuellement, en croisant des données entre elles, pour s'assurer que les informations qui rentrent dans une application, qui sont traitées dans une application ou qui sortent d'une application sont justes et fiables par rapport au processus métier. Ces contrôles-là, vous avez souvent l'habitude de les gérer. Ce qu'il faut également impérativement connaître, c'est ce qu'on va appeler les CGI, les contrôles généraux informatiques. Les contrôles généraux informatiques, ce sont en fait le contrôle des processus et services de la fonction informatique. C'est-à-dire, la DSI ou un service informatique génèrent de l'activité. Ils construisent des applications, ils exploitent les serveurs au quotidien, ils font le support utilisateur, ils ont leur propre activité, leur propre cœur de métier à eux. Et donc, la délivrance de ces services doit être contrôlée. C'est très important pour la suite parce qu'ils touchent aux informations. Ils touchent aux applications, ils construisent ces applications, ils en assurent la bonne disponibilité au quotidien. Et donc, si vous maîtrisez l'activité de la DSI, vous maîtrisez une très très grosse partie des risques liés au système d'information. On va donc s'attacher à s'assurer au niveau de la gouvernance des systèmes d'info que tout fonctionne bien, de la gestion des ressources, de tout ce qui va être autour de l'acquisition, du développement des systèmes d'information, de la gestion des changements, des évolutions dans ces applications. Un très gros focus naturellement sur la partie sécurité et puis le côté run de l'exploitation et de la maintenance un peu plus quotidienne. On a ensuite la troisième typologie de contrôle, c'est ce qu'on appelle les contrôles applicatifs, c'est-à-dire des contrôles embarqués dans les applications. Aujourd'hui, les applications sont programmées pour elles-mêmes contrôler qu'un ensemble de choses se passe correctement. Donc dans les applications, on va avoir des
petits programmes, des petits algorithmes, des petites fonctionnalités qui permettent de s'assurer de l'exhaustivité des informations, de leur exactitude, de la validité, de l'autorisation, de la séparation des tâches en ne permettant pas à deux personnes éventuellement d'accéder aux mêmes fonctionnalités pour bien respecter cette séparation des fonctions. Ça peut donc être des choses assez complexes, mais ça peut aussi être des choses assez simples. Par exemple, de contrôler que quand on saisit une adresse email, elle est bien formulée sous la forme d'une première partie, un arrobase, une deuxième partie, un point et puis une extension. Si l'adresse ne répond pas à ce format-là, on peut avoir un doute sur la qualité et l'exactitude de cette information-là, et l'application contrôle la bonne saisie de cette adresse email. Donc les contrôles intégrés dans les applications vont généralement avoir pour objectif, comme l'exemple que j'ai donné, de contrôler des données en entrée. Ça peut être également de contrôler des choses au niveau des traitements qui sont faits et puis aussi des données en sortie pour vérifier que les éléments se font correctement. Et l'un des principes très importants, j'aurais d'ailleurs pu l'écrire en rouge ou avec un gros point d'exclamation, c'est que les contrôles automatisés, applicatifs ou qu'on appelle aussi intégrés, sont considérés comme étant plus fiables que les contrôles manuels. Pour plusieurs raisons. Si un contrôle est automatisé, cela veut dire qu'il a été programmé, on a expliqué à l'application comment effectuer ce contrôle, et si on l'a bien expliqué correctement, l'ordinateur ne se trompe pas. Il exécute toujours les mêmes instructions avec la même rigueur, exactement de la même façon. Au niveau manuel, là on a un peu le biais humain. Il y a des fois, on peut éventuellement faire des erreurs. Comme on dit, l'erreur est humaine. En plus de ça, les contrôles automatisés peuvent se faire sur tous les objets, tous les éléments. Alors que les contrôles manuels, au-delà d'être sujets éventuellement à des erreurs ou à des approximations, parfois on les fait que sur un petit ensemble de données, un échantillon, ou alors sur des éléments qui sont plus à risque. Donc les contrôles manuels coûtent un petit peu plus cher, mais des fois on ne peut pas s'en passer puisqu'on n'est pas capable de le faire de façon automatisée. Bon, ça c'est le premier point, mais la phrase ne s'arrête pas là. Les contrôles automatisés sont plus fiables que les contrôles manuels si on maîtrise les contrôles généraux informatiques, ceux que j'ai donnés dans le slide précédent. On peut donc considérer qu'un contrôle automatisé est plus fiable qu'un contrôle manuel, uniquement dans la mesure où on maîtrise les activités de la fonction informatique et qu'on peut donc avoir confiance dans les activités qui sont faites sur le système d'information. Le 2IA propose un peu la même logique d'organisation que le référentiel du COBIT, avec on retrouve les contrôles généraux et les contrôles applicatifs, donc vraiment deux typologies de contrôles majeurs qui peuvent être préventifs, détectifs, correctifs, on avait parlé de tout ça en introduction. Au niveau des contrôles, plutôt au niveau gouvernance, au niveau contrôle de gestion, un peu support, ou des contrôles techniques plus opérationnels. Il redétaille ces éléments-là, gouvernance qui concerne la politique, le management ou contrôle de gestion qui concerne l'organisation, contrôles environnementaux, etc. Puis le côté plus technique, contrôle des logiciels, des développements ou les contrôles applicatifs, donc des éléments un peu plus centrés. Donc voilà comment sont organisés les contrôles, mais c'est un peu la même logique que ce que j'ai dit précédemment, en croisant aussi avec les fondamentaux qu'on avait vus en première séance d'introduction sur par exemple les contrôles préventifs, détectifs et correctifs. Ce document, qui normalement était un exercice, est un document que vous retrouvez d'ailleurs en annexe, un document proposé par l'IT Governance Institute, donc l'Institut de gouvernance IT, et qui explique, alors je vais prendre pour le coup un stylet pour pouvoir écrire dessus. On va avoir différents niveaux de préoccupation. Dans le premier niveau, on retrouve opération, fonction support, projet. On va plutôt être donc sur la partie chaîne de valeur des activités. On a ensuite cette chaîne de valeur qui va être déclinée en différents types de processus.
les processus opérationnels, les processus fonctionnels, les processus liés au projet. Donc c'est la déclinaison un peu du niveau supérieur. On a sur ce deuxième niveau les processus liés à l'activité. Et puis on a ensuite cette déclinaison, puisque les processus, et je le répéterai jamais assez, sont supportés par le système d'information. Comment est-ce qu'on se préoccupe de tout ça ensuite au niveau SI? Et on va retrouver donc notre partie applicative, et on va ensuite retrouver également notre partie plutôt infrastructure. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal, puisqu'on part des processus pour descendre vers les applications jusqu'à l'infrastructure technique. C'est ce qu'on a vu notamment en urbanisation. C'est un peu dans cette même logique-là. Et ce qu'on nous explique surtout dans ce schéma, c'est au niveau des contrôles. Il faut qu'on maîtrise tout ça pour maîtriser donc les processus. Et pour maîtriser ces applications et cette infrastructure, on va avoir deux typologies de contrôles. Les contrôles déjà applicatifs, qui nous permettent de nous assurer de l'intégrité, de la confidentialité, de la séparation des tâches, mais également les contrôles généraux informatiques, c'est-à-dire la maîtrise des activités support de la DSI, de la fonction informatique, du service informatique, pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Donc quand on va créer notre environnement de contrôle des systèmes d'information, on va pouvoir notamment s'appuyer sur des référentiels comme le COBIT par exemple. Mais quand on définit cette approche de contrôle, on est dans une approche de risque, puisque les contrôles ont pour objectif d'aider à la maîtrise des risques. Rappelez-vous ce qu'on a vu en introduction. Donc on va définir, pour la même chose qu'on fait pour la finance ou d'autres process dans l'entreprise, un dispositif de contrôle interne dédié au système d'information qui nous permettent d'assurer la traçabilité et d'avoir également une assurance raisonnable de la maîtrise de nos activités. Et il faut, dans notre dispositif de contrôle, qu'on ait la preuve de l'existence de ces contrôles, de leur suffisance et de leur bonne exécution. Les contrôles des systèmes d'information n'existent pas isolément. Ils forment un dispositif continu de protection dont les éléments, on appelle ça, sont systémiques, donc interdépendants. Et donc l'intégrité peut être compromise si les liens entre eux sont peu solides. En gros, si vous maîtrisez qu'un seul axe, ça va forcément avoir un effet négatif sur les autres. S'il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas, ça va mettre à mal très souvent le dispositif de contrôle interne que vous avez mis sur d'autres axes. Donc il faut s'attacher à beaucoup de choses au niveau du système d'information. Ce sont des problématiques très transversales, mais qu'on a abordées beaucoup depuis le début de cette formation, à travers la performance, à travers la gouvernance, à travers la sécurité, la gestion des projets, etc. L'auditeur est donc chargé d'évaluer l'environnement de contrôle des systèmes d'information. Il va se poser beaucoup de questions, mais il va y avoir des facteurs d'analyse qui vont orienter plus ou moins sa réflexion. L'utilisation, la valeur, le caractère critique des données financières ne sont pas forcément gérées de la même façon que d'autres données qui seraient peut-être moins critiques. Il y a d'autres données critiques, les données personnelles, les données recherche et développement avec brevets, etc., à valeur concurrentielle. Voilà, sont souvent des données importantes. L'appétence aussi pour le risque et la tolérance au risque de l'organisation pour chaque fonction et chaque processus. Il y a des process dans l'entreprise qui sont moins critiques que d'autres. Ceux qui touchent vraiment au cœur de l'activité, qui ne peuvent donc pas concourir et qui font partie du cœur de la criticité de l'activité de l'entreprise, forcément, sont moins tolérants aux risques que les autres processus. Les risques informatiques auxquels est confrontée l'organisation, au niveau de la qualité du service aussi offert à ses utilisateurs, la complexité rajoute du risque potentiel, et puis le caractère aussi adéquat des contrôles des systèmes d'info et de leur utilité, de savoir est-ce qu'on a mis en place un dispositif, est-ce qu'il est suffisant, est-ce qu'il est pertinent. Les questions donc que doit être capable de répondre un auditeur lorsqu'il est en mission. Est-ce qu'il existe une politique des systèmes d'info et notamment des contrôles au niveau des systèmes d'info? Comment sont gérées les responsabilités en matière de SI et de contrôle? Est-ce qu'elles ont été définies? Est-ce qu'elles sont affectées? Est-ce qu'elles sont respectées? Est-ce qu'elles sont acceptées? La conception du contrôle, est-ce qu'elle est efficace, tout comme son fonctionnement? Est-ce qu'il aboutit au résultat pour lequel il a été proposé?
Est-ce qu'on a une combinaison pertinente de contrôles préventifs, détectifs, correctifs? Est-ce que les contrôles génèrent des éléments de preuve? Est-ce qu'on a une traçabilité de l'exécution de ces contrôles comme piste d'audit également? Et pour savoir aussi quand les contrôles sont positifs et lorsqu'ils échouent. Et lorsqu'on a des problèmes, ce qu'on appelle souvent donc des anomalies ou des dysfonctionnements, comment est-ce que c'est géré? Est-ce qu'on a des plans d'action? Comment est-ce que réagit le management? Et enfin, un point très important, est-ce qu'on a une traçabilité de ces contrôles pour permettre une auditabilité, c'est-à-dire de générer des pistes d'audit qui permettent d'avoir une assurance raisonnable que les contrôles sont efficaces, exécutés, etc. Autre point de questionnement, est-ce que les équipements et outils d'infrastructure DSI bénéficient d'une protection logique et physique? On abordera ça en sécurité. Est-ce qu'on a des mécanismes de contrôle d'accès, d'authentification? Est-ce qu'on a des contrôles qui protègent l'environnement opérationnel et les données de différents virus, autres logiciels malveillants? Est-ce qu'on a des pare-feux avec des vraies politiques appliquées? Est-ce qu'on a des analyses de risque, des analyses de vulnérabilité, qu'elles viennent de l'interne ou est-ce qu'elles viennent de l'externe à l'organisation? Est-ce que ces analyses sont effectuées? Est-ce qu'elles sont mises à jour? Est-ce qu'on a géré les risques de manière satisfaisante? Est-ce qu'il existe des procédures d'assurance qualité et de gestion des changements et de la configuration? Est-ce qu'il y a des procédures structurées pour surveiller et mesurer les services, leur efficacité, leur pertinence? Par exemple à travers la mise en place du référentiel ITIL. Est-ce qu'on a aussi des risques inhérents par rapport à l'externalisation de tout ou partie de notre activité système d'information et est-ce que ça a été pris en compte?